Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée marqué par un ciel nuageux avec des possibilités de pluie faibles par endroits sur le littoral et sur le sud forestier. En cours de matinée, de belles éclaircies s'y installeront progressivement. L'est sera progressivement affecté par un ciel nuageux et faiblement pluvieux et ailleurs, le temps restera généralement nuageux. Passons aux températures, nous pourrons observer 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 à Korogo, 23 degrés à Mont, 24 à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. Soleil et nuages se côtoieront dans le ciel ivoirien, favorisant un après-midi relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. En milieu de période, des bourgeons nuageux naîtront ça et là dans l'ouest et le nord, tout en y apportant des pluies orageuses. Le sud-est sera à son tour affecté localement par de la pluie en fin de période. Pour les températures de l'après-midi, nous pourrons observer 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 degrés à Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Mont, 36 à Odiéné, 32 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité ce mardi a commencé par le nombre de cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire qui a grimpé. 118 nouveaux cas enregistrés. Il y a tout de même 32 personnes déclarées guéries et pas de nouveaux décès. Suivant. Point de la situation de la Covid-19 au 1er juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 1er juin 2020, 118 nouveaux cas de Covid-19 sur 611 échantillons prélevés, soit
19,3% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 1er juin, la Côte d'Ivoire compte donc 2951 cas confirmés, dont 1467 personnes guéries, 33 décès et 1451 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 650. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, il circule dans notre pays et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. La Côte d'Ivoire à la porte des 3000 cas confirmés. Il faut plus que jamais respecter les mesures barrières. Le gouvernement joue sa partition, être aux côtés des populations dans cette lutte. À juste titre, la ministre de la Solidarité a remis des kits alimentaires et sanitaires aux maires et conseils régionaux du Sud Comoé et de l'Indénié-Duablin. Le reportage de Jean-Marc Adjadji. Les collectivités locales de l'Indénié-Duablin et du Sud Comoé reçoivent des kits alimentaires et d'hygiène du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Mariatou Koné soutient les mairies et conseils régionaux de ces deux localités dans la sensibilisation et l'aide aux couches vulnérables en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Je suis heureux de voir que le gouvernement a pensé aux plus vulnérables de nos populations. Nous allons faire bon usage de ces dons et faire en sorte que ce soit d'abord les plus nécessiteux qui en profitent. Je voudrais surtout exprimer la profonde gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La ministre chargée de la Solidarité a réitéré le soutien du gouvernement aux populations et remercié les généreux donateurs à l'origine de ces redistributions. Nous recevons des dons de personnes physiques, de personnes morales, de généreux donateurs que nous saluons, que nous remercions parce que ce sont ces personnes qui nous permettent de redistribuer aux collectivités territoriales. Quand nous faisons ces redistributions, c'est pour que vraiment ce sont les plus vulnérables des régions, des communes, des départements, des sous-préfectures, des villages qui puissent en bénéficier. L'action de la ministre Mariatou Koné s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire initié par le gouvernement contre la pandémie du coronavirus. Même action, cette fois dans la commune de Bingerville, qui accueille la 3e étape de l'opération Zéro Covid-19. Le ministère de la Ville, initiateur de l'opération, veut permettre aux populations des quartiers défavorisés de participer à la lutte. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Pour cette 3e étape de l'opération Zéro Covid-19 dans les quartiers précaires, c'est à pied que la délégation du ministère de la Ville s'est rendue au quartier Carrière 2 de la commune de Bingerville. Un quartier défavorisé situé dans un bas-fond et qui abrite une centaine de ménages. Moumouni Silla, directeur du cabinet du ministère de la Ville, et son équipe s'y sont rendus, les bras chargés de vivres et de non-vivres. Une séance de remise de kits de lavage des mains, de cache-nez et de vivres mise à profit pour sensibiliser ces populations de ces quartiers précaires au respect des mesures barrières. Les populations sont invitées à prendre une part active dans la lutte contre la Covid-19, une initiative qu'elles souhaitent accompagner pour casser la chaîne de propagation. Nous allons suivre et respecter les conditions, les consignes qu'on nous donne, sans détour. Pour cette étape, le ministère de la Ville bénéficie de l'assistance de la mairie de Bingerville, déterminée à freiner la propagation de la maladie dans les quartiers précaires. Et pour y arriver, Moumouni Silla rassure. Nous sommes ici pour vous dire de vous préserver, pour vous dire
pour dire aux populations des quartiers défavorisés qu'elles ont intérêt à suivre les prescriptions du gouvernement en se protégeant, en respectant les mesures barrières. Cette troisième étape de la campagne de sensibilisation de la solidarité marque l'engagement du ministère de la Ville dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, tout en invitant les populations au respect des mesures barrières. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, mort de George Floyd pour sa première prise de parole publique, Donald Trump demande aux gouverneurs de dominer les rues de leurs États, alors que l'autopsie officielle de la mort de George Floyd il y a une semaine confirme bien l'homicide et que les manifestations s'étendent à travers le pays. Le président américain fait un pas de plus vers l'escalade. Mais il y a d'autres images qui contrastent avec cette politique de Donald Trump, celle d'agents de police qui se solidarisent avec la communauté noire et rejoignent les protestataires. Merci de votre attention. Marco nous a rejoint pour la suite de Matin Bonheur. Bonjour Marco. Bonjour à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Mardi 2 juin 2020, réalisation la bien nommée Christelle Akoussa et toute la fabuleuse et magnifique équipe qui l'accompagne depuis le début de saison, en alternance bien sûr avec Jacques Brou que nous saluons également. Merci en tout cas de parler et de nous rejoindre pour parler de droit aujourd'hui. Oui, droit, avec un thème très actuel, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident causé par un tiers avec mort d'homme. Que dit le droit? Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, l'actualité rythmée ces temps-ci par de nombreux accidents, ça et là, hein, sur le principal carré de notre pays, avec beaucoup de familles endeuillées dans les deux sens. On va savoir un peu, grâce à la sagacité et à la science infuse de notre invité, Maître Nambeya Ouattara, qui nous fait l'honneur de son insigne présence sur ce plateau, avec qui nous allons parler d'accident de la route. C'est quoi un accident? Quels sont les acteurs réels de la circulation? Quelles sont les peines normales, les peines complémentaires? Et puis, quel peut être le sort des passagers d'un véhicule où il y a, lorsqu'il y a accident et mort d'homme? Autant de questions, mesdames et messieurs, qui vont solliciter vos calepins afin qu'on puisse prendre note, parce que c'est ça le but à Matin Bonheur, vous informer. Matin Bonheur également avec des informations ça et là, afin de vous permettre de savoir un peu ce que ce mois de juin couvre, avec bien sûr son deuxième jour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour un tourisme responsable, mesdames et messieurs. Chaque 2 juin, et ce depuis 2007, le tourisme responsable est à la fête. Tous les opérateurs de voyage engagés sont invités à organiser des événements et à communiquer ce jour-là pour partager au plus grand nombre les actions qu'ils mènent pour les voyages qui respectent et valorisent la planète et les habitants. Mais vous le savez, malheureusement, cette année, avec cette pandémie, avec la Covid-19, c'est une industrie qui a été frappée de plein fouet. Mais on espère qu'avec la timide reprise, là, les choses vont aller dans le bon sens. Et tous les acteurs du tourisme pourront rentrer dans leur fonds, parce qu'il y a un manque à gagner colossal, considérable. C'est la saison des vacances bientôt, avec l'été qui s'annonce, les vacances. Mais malgré les modifications de programme, on espère que ça va aller bien pour tous ceux qui sont adeptes du tourisme tout court et aussi du tourisme responsable. Et puis aussi, on a un anniversaire à célébrer. Sergio Agüero, dit Kun, footballeur international argentin. Il est né le 2 juin 1988 à Quilmes. Il évolue donc au poste d'attaquant pour le club de Manchester City. Un buteur racé, vraiment, qui est là dans les derniers moments où on ne l'attend pas. Tel un lutin, il marque énormément de buts. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des tout meilleurs avant-centres de la planète par de nombreux experts du football. Et puis aujourd'hui, la date du 2 juin, c'est une date très importante pour des personnes qui suivent effectivement Matin Bonheur. Imaginez, vous mettez au monde votre enfant le jour de votre anniversaire. C'est tellement beau. C'est le cas de Anne-Marie et Yanis, que nous saluons respectivement. Anne-Marie et Younis Conan, que nous saluons et à qui nous disons joyeux anniversaire à la mère et à l'enfant. Sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes calés, et on aura toutes les rubriques qui vont rythmer bien sûr ce rendez-vous numéro 2 de la semaine. Matin Bonheur, une fois de plus, mesdames et messieurs, acte 2, c'est parti. Bonjour, chauffeur à la maison, Kodjabate pour vous servir. Ok.
aujourd'hui, séance abdos. Et avant de passer à cette séance-là, on va passer à l'échauffement. OK? Donc, sur ce, on se met en place, on se met en position pour la séance. Bouge. OK. Marche toujours. On regarde droit devant. Bouge. Hein? Allez sur place là. Pédale léger. Avec la musique, on travaille. Ouvrez toujours la bouche pour inspirer, souffler. Bouge toujours. Allez. Bouge. OK? Là. OK. Sur place. Bouge là. C'est mouvement. Bouge là. OK. OK. Avec bien sûr le sourire toujours. Sur place. OK. Ça va aller. Bouge. 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 Continue de bouger. Bouge toujours. Avec bien sûr le sourire. Continue. Allez, pose là. Sur les mains. OK. Reste là. Flexion coude. Bouge. Et là, on va monter et chercher en haut. OK. OK. Pause. On va aller au tapis maintenant. Exercice prochain très simple. OK. Là, glisser. Tout doucement. On va ensemble. Top, c'est parti. OK. Tout doucement. Les épaules ne touchent plus le sol. Continue. OK. Et dans cette posture, on va décoller les épaules et rester. Et regardez bien dans les yeux. On tient bon, hein? On tient. Encore. Abaissez un peu la tête. Encore. Voilà, mais décollez bien les épaules. Voilà. Contracte bien abdos, relâche pas. Dernière série. Pause. Mouvement très simple. Cherchez cheville. Et là, on va glisser comme ceci. Contracte toujours l'abdomen. Alors, c'est parti. La tête bien placée. Continue, dernière série. Et pause. Dernier exercice, hein? OK. Sur les mains derrière. OK, exercice très simple. Là. OK, on va ensemble. On va ensemble, on va reprendre. On décolle bien les épaules. OK. Signal. 2, 3, 4, go! Il faut bien contracter le corps. Encore. Dernière série. Et pause. Nous avons été ravis de travailler avec vous aujourd'hui. Sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine séance. Le sport, c'est dur, c'est difficile, mais c'est vital. À bientôt. Merci très cher coach. Et effectivement, c'est dur, mais c'est tellement vital et ça nous fait tellement de bien. Et puis tout le monde ici a apprécié
on a apprécié les musiques. Il y avait respectivement Ziké avec le fameux Niezmoul et puis aussi Rambo Blekis qui est du côté de Romy, sur scène à côté de Paris en partant du côté de Troyes, qui nous suit très régulièrement, que nous saluons respectueusement également. Ziké aussi qui est du côté d'Orléans, je crois. On salue tous ceux qui sont de ce côté-ci de notre monde et qui ont le cœur qui bat au rythme. 225 orange, blanc et vert. Orange, blanc, vert également avec bien sûr toutes les infos qui rythment notre pays. Les principales manchettes de l'info, c'est l'homme qu'on appelle Renaud Kobianguessan qui s'y colle juste après ceci. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Comment ça va bien? Ça va super. La famille, ça va? Ça va, tout le monde va bien, la santé? Oui. Super. Lutte contre la Covid-19. Pourquoi le nombre de contaminés a augmenté en Côte d'Ivoire? Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, le ministère de la Santé explique cette hausse du nombre de cas dans l'Inter par plusieurs hypothèses. Parmi elles, il y a, selon le ministère, le non-respect des mesures barrières ou encore le renforcement de la capacité des tests qui permet, selon lui, de dépister massivement les populations. Et il faut noter que ces 4 derniers jours, c'est plus de 300 cas de contamination qui ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Attention, le virus n'a pas disparu. Il faut faire attention, mesdames et messieurs. Respectons les mesures. Alors, une maladie mystérieuse ferait plusieurs morts à Port-Bouët. Oui, il faut se rassurer, cette maladie n'a rien à voir avec le coronavirus. C'est depuis un mois que ce mal inconnu trouble le sommeil des populations à Dadjaoui-Koubé, un sous-quartier de la commune de Port-Bouët. Selon les témoignages recueillis sur place par Soir Info, cette série macabre serait due à de la viande de chat qu'auraient consommé les personnes décédées. Et à en croire d'autres hypothèses avancées par les habitants de cette presqu'île et soutenues par les prédictions d'un charlatan, cette situation aurait des relents mystiques. Ok, d'accord. Tout autre sujet, oui. Le RHDP attend sereinement l'élection présidentielle. Bon, c'est ce que déclare en substance le ministre Sidiki Konaté dans l'interview qu'il a accordée récemment au quotidien Le Matin. Dans cet entretien, le ministre de l'Artisanat déclare notamment pour octobre 2020, le RHDP n'a pas peur ou encore même nos adversaires ne contestent pas le bilan de notre parti. Toujours dans cet entretien retrouvé dans le numéro de ce jour du Confrère, abordant une question relative à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Konaté Sidiki a dit, je cite, « Je continue de croire que la place de Soro est auprès du président Alassane Ouattara ». Nous, on continue de parler de l'élection présidentielle 2020 avec Alpha Blondy qui appuie le candidat du RHDP. Oui, la star du reggae ivoirien apporte son soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est ce qu'indique l'expression qui se fait l'écho d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce week-end par la star planétaire. Vidéo qui est rapidement devenue virale, notamment sur Facebook, et dans laquelle il apporte dans des propos clairs son soutien au chef du gouvernement pour les élections à venir. Présidentielle 2020, toujours, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié en ordre de bataille. C'est ce qu'a indiqué hier à Grand-Bassam le ministre Jean-Louis Billon, selon le secrétaire exécutif du doyen des partis ivoiriens qui est cité par le Nouveau Réveil. Le PDC-RDA, c'est une équipe qui présentera un candidat et un programme pour la présidentielle de 2020 et c'est aussi une nouvelle génération qui est un nouveau logiciel au service du parti. Ok, on se rend maintenant aux États-Unis, Renaud, où une semaine après le décès de George Floyd, la rue ne décolère pas. Oui, et c'est au moins 75 villes des États-Unis qui ont enregistré des manifestations hier, et ce, une semaine après le décès de cet Afro-Américain lors d'un contrôle policier. Partout dans le pays, le slogan, selon l'Inter, était le même, justice pour George Floyd et plus jamais de racisme aux États-Unis et dans le monde. Ah oui, franchement, on a été choqués. Et puis, vous avez vu l'image de la Maison Blanche sans lumière. Oui. Et c'est la première fois que ça arrivait depuis 1889. Grand hommage pour... C'est dire que oui. C'est sous la pression des manifestants. Bon, même si c'est sous la pression, au moins ça a été obtenu. Oui, ça a été obtenu. Et oui. ça, c'est quelque chose à marquer. Oui. Alors, on referme la revue de presse, Renaud, avec la fête des mères qui sera célébrée le dimanche prochain. Bon, vous m'arrachez un sourire là-dessus. Eh bien, contrairement aux autres années où c'est le dernier dimanche du mois de mai, cette année, eh bien, c'est le 7 juin que la fête des mères sera célébrée. Je comprends votre sourire en quoi vous faites allusion notamment à la fête des pères, mais pour le moment, on parle de la fête des mères. Je n'ai rien dit. Eh bien, il faut savoir, selon le quotidien Le Monde, que lorsque le dernier dimanche du mois de mai coïncide avec la célébration de la fête de la Pentecôte, comme ce fut le cas cette année, la fête des mères est décalée au dimanche suivant, donc au premier dimanche du mois de juin, raison pour laquelle on célébrera nos mamans le dimanche prochain.
Et la fête des pères, pendant qu'on y est? La fête des pères, c'est le 21 juin, normalement. Donc, 2 semaines après la célébration de la fête des mères. Donc, elles ont le temps de se préparer. Elles ont le temps de se préparer. Elles ont longuement le temps de se préparer. Longuement, pour nous offrir autre chose que ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Je n'ai rien évoqué. Moi, je dis... Bon, je vais trahir un secret. Non, je n'ai pas dit ça. Attention à vous. Donc, elles ont 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines pour se préparer. Pour se préparer. Mais véritablement, quoi. Véritablement. Oui, pour sortir de vrais cadeaux. Cette année, la Ligue ivoirienne des droits des hommes réclame quoi comme cadeau? Non, moi, je ne sais pas. Non, cette année, quel cadeau? Normalement. Non, on peut décader ça. Les cadeaux. Bon, là, je vous laisse le choix de le faire. Ok. On va faire une réunion du haut comité des hommes, des pères, des jeunes pères, des pères, des doyens, avec nos doyens, tout ça. Nous, des conseils, parce que plus jamais de chocoto. Merci infiniment. Merci. Il va recevoir un débardeur, on ne sait jamais. Allez, matin, mon heure, c'est ça la bonne humeur. On espère que vous réveillez bien avec nous. Nous, en tout cas, on est bien réveillés. On s'est réveillés spécialement pour vous depuis 3h à 4h du matin. Et il y a près de 50 personnes comme ça ici à la RTI qui font ça depuis bientôt 8 mois. Nous sommes à quelques encablures, bien sûr, de cette fin de saison avec beaucoup de plaisir. On a eu vraiment beaucoup d'honneur à vous servir. Aujourd'hui, c'est mardi 2 juin. Et tous les mardis, à Matin Bonheur, on parle de droit. Le droit, oui. Parce que nous voulons promouvoir l'état de droit et l'état du droit. Attention, c'est très important. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, accident, comme tous les sujets d'ailleurs, accident causé par un tiers avec mort d'homme. Que dit le droit? Le maître Nambiya Ouattara est avec nous depuis son arrivée donc, dans les studios de RTI 1 pour finir donc toutes ces notes. C'est dire que voilà, on va avoir affaire à des informations fraîches, des informations vraies et qui vont nous être données par maître Nambiya Ouattara. Bonjour maître. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va bien, par la grâce de Dieu. On vous dit souvent hein, votre ressemblance, votre ressemblance avec une personnalité de ce pays. On vous le dit souvent. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. On va dire ça comme ça. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est mieux. Voilà, c'était une manière pour moi de vous mettre à l'aise. Ça va bien? Merci. Tout va bien. Alors, merci. Le monde du barreau avec cette affaire de Covid, ça vous impacte aussi, hein, on ne le dit pas souvent, mais ça vous impacte aussi. Hein. Bien sûr, nous sommes acteurs de la vie économique, acteurs de la vie juridique. Et le barreau de Côte d'Ivoire subit de plein fouet également la pandémie. Et puis nos clients, de sorte que nous sommes également astreints au respect des mesures barrières, un ensemble de précautions à prendre ou à respecter pour éviter justement que cette pandémie ne s'aggrave dans notre pays. En tout cas, très bon courage à vous. Et puis nous profitons de l'occasion pour saluer le bâtonnier. Nous présentons nos salutations les plus ajustées. Matin mon heure, le droit, c'est maintenant. Accident causé par un tiers avec mort d'homme. Que dit le droit? Un thème actuel, maître. Exactement. Depuis quelque temps, nous voyons l'actualité fleurir par rapport à ce type de situation, des accidents par-ci et par-là. Alors, effectivement, il faut comprendre que la vie en société nous astreint à nous déplacer. Et généralement, les déplacements sont un facteur ou un critère de vitalité. Malheureusement, les populations, pour pouvoir se déplacer, doivent recourir à un ensemble de moyens de transport, notamment véhicules, automobiles, routiers, aériens, maritimes et quelquefois multimodales. Et malheureusement, il se trouve que bien malheureusement, quelquefois, cela aboutit à des morts, à des décès. Et donc, nous aurons l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Alors, dites-nous, maître, première question qui me vient comme ça à l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle accident de la route? Très, très bien. Alors, l'accident de la route est une notion qui n'a a priori pas besoin d'explication ou de définition. Mais il n'empêche, dans la recherche d'une définition, alors nous nous sommes rendus compte que cet accident est visé par plusieurs textes sans que sa définition ne soit clairement spécifiée. Alors, de la sorte, nous avons dû recourir donc au décret de 2016-864 portant réglementation de l'usage des voies routières automobiles pour veiller à ce que on puisse trouver les dispositions. Alors, l'article 131 dispose que nul ne doit conduire un véhicule
s'il est détenteur d'un permis de conduire, je me sens obligé de commencer par là, puisque pour que nous arrivions à la notion d'accident, il faudrait que nous soyons dans le contexte donc, de la circulation routière. Et c'est donc le caractère obligatoire du permis de conduire. Par ailleurs, l'article 12 du même décret précise que tout conducteur doit constamment veiller à rester maître de sa vitesse, à mener avec prudence son véhicule. De sorte que, quand on prend ces analyses, on peut définir l'accident de la circulation comme une collision non désirée, non prévue et mal anticipée qui a lieu sur la voie publique entre un véhicule automobile et un corps ou une personne fixe ou mobile, et donc qui engendre d'une part des blessures humaines ou la mort ou des dégâts matériels. Alors vous notez avec moi que donc si la loi ne définit pas l'accident, il est quand même important à partir d'un faisceau de texte de pouvoir retenir que l'accident peut être analysé comme un dommage qui résulte d'atteinte aux personnes et aux biens causé par un véhicule terrestre à moteur. En tout cas, telle est la disposition qui est retenue par le code CIMA, le code CIMA étant le code interafricain du marché des assurances, donc le code des assurances. Alors, si en tout cas on essaie de définir ce que c'est qu'un accident de la route, il va falloir savoir aussi, essayer de découvrir qui sont les acteurs de la circulation. Très très bien. Alors, cette question est très importante parce qu'on note dans l'opinion et du point de vue de nos citoyens que dès qu'il s'agit d'un accident de la circulation, chacun se focalise exclusivement sur le conducteur. Mais ce n'est pas exclusif. Alors, le décret que je viens de vous lire, qui est le décret 2016-864, définit les acteurs de circulation. Il s'agit de toute personne qui assume un rôle particulier en matière d'usage des voies ouvertes à la circulation publique. Et de ce point de vue, il faut noter, cette loi, ce décret cite les piétons. Les piétons sont astreints au strict respect du code de la route. Les passagers, les conducteurs de véhicules automoteurs et sans moteur, les motocyclistes, les cyclistes et les accompagnateurs. Alors, une liste de 6 personnes qui sont censées être respectueuses donc de la loi. Et du point de vue des accompagnateurs, c'est l'hypothèse dans laquelle on parle de conduite accompagnée. Voilà, parce que ce n'est pas l'accompagnateur, celui qui est avec vous, non, il est un passager. L'accompagnateur, c'est une personne qui, de par sa formation, conduit, donc apprend à un conducteur donc stagiaire à maîtriser les règles de la conduite et du code de la route. Alors, petite précision, maître, les conducteurs de véhicules automobiles et sans moteur. Quand on parle de véhicules sans moteur ici, on fait allusion par exemple aux véhicules à bras, communément appelés les Wotro, c'est ça, non? Alors, vous parlez des véhicules à traction humaine. À traction humaine. Est-ce que ça fait partie de cette nomenclature? Alors, en réalité, celui qui a un véhicule à traction humaine est considéré comme un piéton. Il est considéré comme un piéton parce qu'il aborde la route, la voie publique, justement comme un piéton, sauf qu'effectivement, il a devant lui un engin, un véhicule qu'il pousse, mais sinon, il est considéré comme un piéton du point de vue de la loi. Et pourtant, parfois, ils sont très impliqués dans des accidents aussi. Bien sûr, parce que... Est-ce que le fait qu'il ne soit pas dedans ne change pas beaucoup de choses? Le fait qu'il soit considéré comme piéton, juridiquement, ça ne pose pas de problème? Non, ça ne pose pas de problème parce que vous avez... on aura l'occasion de l'aborder. Tous ceux qui sont propriétaires d'un véhicule sont tenus d'obligation d'assurance. Si vous dites à ces personnes de s'assurer, vous comprendrez que ça pose un problème. Donc la qualification juridique qui est plus adéquate à leur statut est la qualification de piéton. Par ailleurs, le décret que je viens de vous lire, qui est le décret 2016-864, précise dans son article 3 qu'on entend par véhicule automobile tout véhicule pourvu d'un dispositif mécanique par propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autres que les véhicules qui se déplacent sur les rails ou sont reliés à un conducteur électrique servant normalement au transport des personnes ou des marchandises. Ok. On reviendra, mesdames et messieurs, sur toutes ces précisions dans quelques instants. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter. Nous allons essayer de prendre le maximum de questions venant de vous. Matin Bonheur, c'est à vous. On revient juste après la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains?
La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Maître, nous poursuivons. Nous remercions aussi les téléspectateurs qui nous envoient énormément de questions. Je préfère vous dire maintenant, on ne pourra pas vraiment aborder toutes les questions parce qu'il faut serrer et notre assistant Jean-Marc Oka est dans tous ces états en train de les trier, de les serrer. Alors, quelles peuvent être les personnes victimes d'accidents? Bien. La qualité donc de victime est définie par un décret, le décret numéro 2017-68 du 1er février 2017, portant institution et organisation d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire. Alors, la qualité de victime est conforme à celle qui est retenue par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, cette qualité distingue 3 catégories. On considère comme un tué de la route la personne qui décède immédiatement ou dans les 30 jours des suites d'un accident de la circulation. Donc, dans les statistiques, on retient comme tué celui qui décède sur le coup ou celui qui décède dans les 30 jours des suites de l'accident. Seulement dans cette période-là? Dans cette période. Au-delà, on ne le considère pas comme un tué. Secondement, est considéré comme un blessé grave la personne qui est hospitalisée pendant une durée excédant 6 jours des suites de l'accident. Et donc, conséquemment, on considère comme blessé léger toute personne qui ferait l'objet d'une hospitalisation inférieure à 6 jours. Voici donc les 3 catégories de victimes des accidents de la circulation. Alors, le critère, c'est le décès immédiat ou dans les 30 jours ou l'hospitalisation inférieure ou supérieure à 6 jours. Voici donc les critères qui définissent les victimes des accidents de la circulation. Alors, maître, quelles sont les peines encourues lorsque l'accident occasionne la mort? Très bien. Alors, de ce point de vue, l'accident qui occasionne la mort met en œuvre 2 textes. Un vieux texte de 1963, la loi 63-527 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation et la mise en œuvre du code pénal. Le code pénal prévoit en son article 392, l'infraction suivante est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause. Alors, quand on prend ce texte, on voit donc que la peine maximale, la peine minimale est de 3 mois et la peine maximale de 3 ans. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'analyse combinée de ce texte, donc du Code pénal et puis de la vieille loi de 63. Alors, l'article 1er de la loi de 63, lui, dispose ceci, sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 1 million, ou de l'une de ces 2 peines seulement, donc peine alternative, soit l'amende, soit l'emprisonnement, quiconque, et là, de ce point de vue, c'est extrêmement important, se trouvant en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique aura conduit ou tenté de conduire un véhicule. On parle donc de la conduite en état d'ébriété. Quiconque, sachant que le véhicule qui conduit vient de causer un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité qui peut être la sienne. On parle de délit de fuite. Quiconque aura donc conduit également un véhicule sans être titulaire du permis requis. Défaut de permis de conduire, conduite non autorisée. Et enfin, quiconque étant propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule l'aura laissé conduire par un tiers qu'il savait démuni du permis de conduire. On parle donc d'un défaut de surveillance. Et donc, quand on prend ces 2 textes, l'article 2 donc, de la loi de 63 ajoute par ailleurs, lorsque l'auteur de l'un quelconque des délits prévus à l'article précédent, donc que je viens de citer, donc les 4 sous-catégories, sera reconnu coupable des faits concomitants d'homicide ou de blessure involontaire, les peines prévues pour sanctionner ces derniers seront portées au double. Il y aura lieu en outre à cumul des peines.
Ça veut donc dire que le code pénal qui avait prévu une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans peut voir cette peine multipliée par 2, y compris la peine d'amende de 100 000 à 1 million multipliée par 2, plus la peine de 2 mois à 1 an ou l'amende de 100 000 à 1 million. Et donc, ce qui fait que le maximum en ce type d'hypothèse serait donc une peine d'emprisonnement de 7 années pour le conducteur du véhicule. C'est très important. 7 années, 3 ans fois 2 pour l'homicide, plus 1 an pour un des cas conduite en état d'ébriété, délit de fuite, conduite non autorisée, donc défaut de permis de conduire ou éventuellement le défaut de surveillance. Donc le maximum de la peine est de 7 ans. Alors, quelles sont les peines complémentaires dans cette hypothèse-là? Alors, les peines complémentaires, elles sont relatives au permis de conduire. Il est certain que la loi prévoit donc une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, mais ce n'est pas suffisant. Les peines complémentaires concerneraient donc le permis de conduire et il s'agit donc principalement soit de l'annulation du permis de conduire pour celui qui en est titulaire et l'annulation du permis de conduire est une des circonstances qui est liée à l'homicide involontaire. Donc le permis est annulé, le permis peut être suspendu pendant une durée de 5 ans au plus, le permis peut être retiré en cas de récidive. Donc prenons l'hypothèse d'une personne qui subit la peine, donc l'annulation de son permis ou éventuellement la suspension et qui se retrouve encore mêlé à de tels faits, peut voir donc son permis retiré. Et enfin, l'interdiction d'obtention du permis de conduire pour celui qui n'a pas de permis de conduire, s'est permis de prendre un véhicule et malheureusement a eu à causer de tels dégâts. Donc il lui a fait interdiction de passer le permis durant une certaine période. Donc en plus des peines d'emprisonnement et des peines d'amende, il lui sera fait interdiction de passer le permis de conduire. Dans certains cas, lorsque la personne est inapte, pour revenir, elle est amenée ou elle est astreinte à repasser le permis de conduire. Alors, Marcelin, il faut que je vous dise, depuis 2017, sauf erreur de ma part, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de passer au permis à points. Nous attendons donc la mise en œuvre pratique de cette disposition, parce que déjà, ça fait 4 ans presque, et il serait grand temps que nous en arrivions également au permis à points, qui permettront une plus grande surveillance et une plus grande rigueur de la loi. Ok. Alors quel peut être le sort des passagers d'un véhicule qui occasionne la mort? Sur cette question, j'ai été interpellé par mes connaissances et mes amis. Oui, quel est le sort des passagers? Vous savez, il est vrai que nous avons dit tout à l'heure qu'au titre des acteurs de la circulation se trouvait au titre des acteurs, donc le conducteur, bien entendu, les piétons, les passagers. Mais les passagers ne sont astreints à aucune règle, si ce n'est celle d'être en griffe dans leur statut de passager. Bien entendu, le premier danger auquel est exposé un passager, ça peut être un risque de mort ou de blessure si celui entre les mains duquel il se fie ou il se confie, notamment le conducteur, n'a pas le permis de conduire. Ou s'il a le permis de conduire, se trouve dans un état d'ébriété. On pourrait ajouter à l'état d'ébriété ou se trouve sous influence de produits psychotropes, la drogue et ainsi de suite. Mais du point de vue du droit, le passager n'encourt aucune responsabilité. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples. Prenons les passagers d'un véhicule communément appelé Baka. Alors, c'est des véhicules de 18 places. Il se trouve que dans ces véhicules, officiellement 18 places. D'accord. Alors, le chauffeur, par imprudence, commet un accident. Vous voyez la police de la route arrêter les 18 passagers. Quelle est leur faute? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Rien. Je prends le même cas dans un car de transport de 60 places. Le chauffeur commet un accident. Quelle est la faute des passagers? Bien entendu, le droit pénal a vocation à s'appliquer pour le fait personnel. C'est l'attitude personnelle du passager qui serait en griffe une violation de la loi pénale qui exposerait ce passager à responsabilité. Ceci dit, le passager peut être condamné dans un seul cas. Et tout à l'heure, je vous disais l'article 1er de la loi de 63, la loi 63-527, quiconque étant propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule l'aura fait ou laissé conduire par un tiers qu'il savait démuni du permis de conduire. S'il se trouve que parmi les passagers, le propriétaire, l'usager ou le gardien du véhicule se trouve parmi les passagers, en cas d'accident, ce passager est responsable du point de vue de la loi. Mais les autres passagers
n'ont vraiment aucune responsabilité. Même si les passagers dans la voiture sont en état d'ébriété, vous avez pris l'exemple du Gbaka. Le Gbaka, on ne peut pas arrêter les passagers parce que tous les passagers du Gbaka ne sont pas ivres, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Alors, tout à fait. Et si dans un cas concret, tous les passagers sont ivres, personne n'a la capacité de dire à l'autre de conduire, d'avoir une tenue normale, comment on fait? Il faudrait supprimer donc l'état d'ébriété en Côte d'Ivoire. Ah. Parce que dans tous les cas, les passagers est libre de consommer l'alcool tant que ce n'est pas des substances interdites. Justement, j'en viens. Là, on a parlé de consommation d'alcool. Très bien. On a eu vent de ce que certaines personnes, où par exemple les jeunes vont s'asseoir pour boire, les endroits ne respectaient pas la période... comment on appelle? La distanciation sociale ou les mesures prises par l'État. Donc si on reste dans ce cas-là, si on sanctionne les endroits où les jeunes s'asseyent pour boire, on doit remonter jusqu'à sanctionner la personne qui livre les boissons, les sociétés qui livrent les boissons aussi, non? Oui, on devrait, dans cette logique aussi, sanctionner ceux qui autorisent l'importation des boissons alcoolisées. Effectivement. Non. Alors, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Les tenanciers de bars ou de maquis qui auraient permis justement à ces jeunes gens de consommer la boisson auraient manqué à une norme réglementaire. Il est fait, alors, dans le cas de la Covid, de la pandémie, il est fait état d'interdiction de fermeture de certains établissements, bars et ainsi de suite. Si ces établissements ont manqué à la règle, à la norme réglementaire, ils sont passibles des sanctions prévues justement dans le cadre de la norme réglementaire. Or ici, il est fait état de ce que ces jeunes gens se seraient donc adonnés à la beuverie dans un établissement particulier et donc auraient causé un accident, d'où la relation directe à l'établissement. Non, ce n'est pas comme ça que le droit fonctionne. Voilà. Et cet établissement, à mon sens, bénéficie d'un permis de débit de boisson, reçoit de la boisson, donc en vocation à ce que ces boissons soient consommées. Vous me direz, oui, il y a eu mort d'homme, je ne le conteste pas, mais je dis, en matière pénale, on est responsable pour son fait personnel. Donc, en donnant la boisson à quelqu'un, on n'est pas maître de ce que cette personne fera. En tout état de cause, la boisson ne peut être vendue qu'à des personnes majeures. De sorte que chacun est responsable de ses actes. Encore qu'il faut une disposition qui permette au tenancier, à tout le monde de vérifier l'âge des personnes à qui la boisson est vendue et ensuite mettre, je me permets de... Parce que c'est en train d'exploser mon téléphone, à quand l'installation de doter nos forces de l'ordre, par exemple, d'alcotest. Par exemple. Parce que si des enfants ou bien des gens qui sont ivres sont abordés un carrefour avant, ça évite le drame un carrefour après. On est d'accord. Depuis combien d'années ici à Matin Bonheur, dans toutes nos émissions, on parle d'alcotest. Vous qui êtes du côté de la loi, de tout ça, là, de ces arcanes, qu'est-ce qui bloque pour qu'on ait des alcotests dans nos pays de façon récurrente? Écoutez, je ne suis pas au cœur décisionnaire par rapport à ce type de situation, mais je le regrette également. Vous savez, en France, le taux d'alcoolémie est de 0,80 grammes au litre. Voilà. Alors, il se trouve que les autorités de police routière disposent d'instruments qui permettent justement, sans contestation aucune, franchement, de définir selon que la personne est en état d'ébriété ou ne l'est pas. Dès que vous soufflez dans l'appareil, les mesures sont données et ça vaut donc comme étant une situation qui ne peut faire l'objet de contestation. C'est clair, personne ne peut contester. À partir de ce moment, on ne peut plus dire d'une personne qu'elle n'était pas en état d'ébriété ou qu'elle l'est. En Côte d'Ivoire, on spécule. Oui, on a senti une forte odeur de boisson, donc il est alcoolique. Ou même parfois, on vous dit, maître, non, on lui a dit de tendre ses deux mains. Et puis de marcher droit, il n'a pas pu. Voilà. Il faut qu'on puisse passer à une autre étape quand même. Vous savez, la problématique que vous posez n'est pas exclusive aux accidents de la circulation. Elle est également prégnante lorsque nous avons des dossiers au tribunal qui concernent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir consommé de la drogue. Tant qu'on ne fera pas de tests scientifiques salivaires ou sanguins, il y a toujours matière à spéculation. Absolument. Et à débat. Mais dès lors que matériellement les choses seront établies, vous verrez que le débat se taira de lui-même. Okay. Votre question est donc fort opportune. Les auditeurs ont bien raison de s'en inquiéter. Et il serait temps que nous puissions entrer dans l'ère du modernisme de ce point de vue. Tout à fait. Et puis, qu'en est-il de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit dans ce genre de situation? Alors, s'agissant de l'indemnisation des victimes, tout à l'heure, je vous rappelais d'entrée de jeu le code CIMAC et le code interafricain
du marché des assurances, qui est un traité qui relie tous nos pays, en tout cas d'Afrique francophone. Le code CIMA a prévu une assurance obligatoire pour toute personne qui se trouve être propriétaire d'un véhicule. Assurance obligatoire, justement pour permettre l'indemnisation des conséquences donc, de ces accidents. Alors, l'article 200 précise que toute personne physique ou morale, autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit pour faire circuler les véhicules être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par le présent code. Il s'agit des assurances obligatoires. Tous ceux qui ont un véhicule sont astreints à cette assurance. Et donc, cette assurance est censée indemniser les victimes des accidents de la circulation, dont je rappelle, l'accident est une collision non désirée, non prévue et mal anticipée. Cependant, la loi permet aux compagnies d'assurance d'exclure les garanties. Et l'exclusion de garantie se pose très souvent dans les hypothèses où celui qui est auteur de l'accident n'est pas titulaire du permis de conduire. Ah. Et ce sont des clauses qui sont insérées dans les contrats d'assurance. Alors, dans le cas des personnes qui se rendraient coupables d'accidents, de blessures involontaires ou d'homicide involontaire pour défaut de permis, c'est vrai donc appliquer d'une part la double sanction dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 ans multipliés par 2. Plus 1 an. Plus 1 an. Plus la réparation intégrale du préjudice causé. C'est-à-dire que l'assurance pourrait ne pas prendre en compte la réparation du préjudice. Et donc cette personne se verrait donc verrait son patrimoine donc affecté à la réparation du préjudice causé. Et quand on sait que des accidents de la circulation peuvent causer malheureusement des graves dépenses, des personnes qui sont handicapées à vie, ça va impliquer donc la prise en charge de tous les soins et tout ça, c'est compliqué. Savadogo Swalio qui demande, c'est vrai qu'on dit que l'accident, c'est la collision, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté, c'est la collision non désirée, non prévue et mal anticipée qui a lieu sur le réseau routier. Ah, le mot est lâché, réseau routier. Donc sur une route. Mais juridiquement, la route, qu'est-ce que c'est? Parce que une route peut ne pas être dans les conditions requises, peut ne pas mériter le vocable de route. Oui, alors... c'est une question recevable? C'est une question qui est recevable. Alors, le législateur entend par route tout chemin qui est affecté à la circulation routière. Qui dit circulation routière parle de véhicules. Donc, il s'agit de l'autoroute, telle que vous la connaissez, des routes principales, des avenues, des boulevards, mais également des pistes. D'accord. Donc, toute voie qui est empruntée par un véhicule, donc qui est aménagée à cet effet, est appelée et est considérée comme route. Et c'est en cette occurrence, par exemple, que le code de la route s'applique justement à ces voies, à ces chemins. Même dans nos villages, il y a des routes. Même si ce n'est pas bitumé, il s'agit de routes. Est-ce que la route peut être la cause d'un accident, maître? La route, ce serait vraiment très rare. Par contre, le défaut d'éclairage, un ensemble de défaillances, vous savez, la responsabilité de l'État a été admise en matière administrative lorsque l'ouvrage a causé les dommages. Je vous donne un exemple. Un véhicule qui prend l'autoroute, qui respecte la limitation de vitesse, et puis qui, du fait de bosses, fait une sortie de route. C'est la responsabilité du maître d'ouvrage, donc de l'État, qui est justement le garant ou le gardien de cette route. Mais la construction de routes obéit à des normes. Bien entendu. Par exemple, les pistes cyclables, je ne sais pas si c'est les pistes cyclables. Que nous n'avons pas, qui sont pas nombreuses en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et puis au moins je sais pas, comment on appelle, de l'espace pour les piétons, même sur les routes, à haute fréquentation. Et quand il y a défaut de tout ça, on se tourne vers qui? On se plaint? Non, quand il y a défaut d'infrastructure, vous me direz, vous savez, les acteurs de la circulation dont nous avons donné la liste, là, sont astreints à emprunter les voies qui leur sont dédiées. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il est fait interdiction aux piétons de se retrouver sur l'autoroute? Oui. C'est une interdiction absolue. De sorte que toute personne qui se reverrait dans ces circonstances et serait victime d'un accident de circulation peut voir sa faute prévaloir sur celle de griffe du conducteur et donc
voit exclu toute indemnisation parce qu'il aura commis une faute qu'il aura malheureusement exposé à de tels dangers. Vous voyez? Donc chacun des acteurs de la circulation est astreint à aborder les voies qui relèvent de son statut. Il est fait interdiction aux chevaux, enfin aux cavaliers de se retrouver sur l'autoroute. C'est interdit. C'est interdit, c'est clairement interdit. Vous savez, nous sommes dans un pays où des textes ont été pris, certes ils sont vieux, mais des textes ont été pris depuis l'indépendance qui sont peut-être désuets ou qu'il faut dépoussiérer ou remettre à l'ordre du jour. Mais ces textes existent et nous sommes censés nous plier justement à la stricte observation des lois. Vous qui êtes là dans les arcanes du droit, pourquoi ce n'est pas appliqué? Pourquoi ce n'est pas appliqué? Vous savez, nous sommes citoyens, avocats ivoiriens, avec des citoyens ivoiriens, avec nos habitudes. Vous savez que je n'aime pas jeter la fleur à nos concitoyens, mais l'indiscipline nous caractérise très souvent. Au-delà de l'indiscipline, il y a également la méconnaissance même des lois. Le laisser-faire aussi. Oui, écoutez, le laisser-faire permet à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire de prendre le volant et puis d'endeuiller des familles. Il y a quelqu'un qui est ivre de rouler au moins 2 km sans croiser un agent sur la route avec un alcotest. Voilà, par exemple. Si on fait ces tests, vous allez voir que, je ne dis pas que le taux de mortalité sur les routes va diminuer, mais drastiquement, seront expurgés, seront éloignés de la route. Il y aura une peur. Non, mais ceux même qui en griffe ne rentrent plus dans les conditions, ceux qui sont en état d'ébriété, mais vous avez le panel, annulation, retrait, suspension du permis, ça fera que les routes seront beaucoup plus sûres. Et c'est de ce dont nous avons besoin pour nous développer. Alors, Maître, pour terminer, quelques observations de tout ce que nous avons... Alors, quelques observations. Le code de la route concerne tout le monde et concerne les piétons. Les personnes les plus vulnérables en matière d'accident de la circulation, ce sont les enfants. Il est important que dans les familles, les parents, les pères, mères, les frères, les grands frères, les grandes sœurs, en tout cas toutes les personnes âgées, apprennent aux enfants à traverser la route. Parce que nous sommes tous usagers de la route, astreints au code de la route. Et vous me voyez navré lorsque par le fait d'une méconnaissance des lois, l'enfant, le piéton se retrouve subir des blessures sans que l'assurance ne décide de la dédommager. Donc, c'est un appel à revenir aux choses basiques. Il faut apprendre à traverser les routes. Il faut être prudent. Il faut dire aux chauffeurs et aux conducteurs que la vitesse tue, mais il faut surtout veiller. Et l'article 12 du décret de 2017 disait que le conducteur doit en toute occasion maîtriser la vitesse de son véhicule. Il doit tenir compte des circonstances. De sorte que quand on perd il y a une infraction qu'on appelle le défaut de maîtrise qui est très souvent réprimée au demande des juges répressives. Donc faisons attention et je pense que ça ira. On espère, il y a tant à dire sur ce sujet, il y a beaucoup à dire, mesdames et messieurs, même au niveau même de notre manière d'appréhender la ville, de construire les cités en y incluant des parcs afin que chacun puisse faire du sport, passer du temps récréatif avec ses enfants. Il y a beaucoup à dire aussi par rapport aux moyens qu'on donne à nos forces de l'ordre qui abattent énormément un boulot magnifique, de plus en plus républicain ces derniers temps en rendant service à des personnes sur le terrain de façon concrète, mais il faut donner des moyens conséquents pour vraiment ralentir cette mortalité parce que les chiffres de l'Office de sécurité routière ne sont pas fameux concernant les accidents. Je vous souhaite la sécurité. Bonne journée. Hey!